Bienvenue dans Déchaîne, un podcast de lutte de celles et ceux qui ont milité pour l'égalité, la justice et leur dignité. Dans les espaces censés lutter contre l'oppression, on y a trouvé de la violence, le silence et l'effacement. Parce qu'on leur a prié de patienter, de ne pas faire de vagues, de ne pas diviser le mouvement. Pour celles et ceux qu'on a mis en avant quand il fallait des images et des cautions, puis sacrifiés quand il a fallu choisir. Celles et ceux qu'on a trahis, isolés, humiliés. Ce podcast est pour elles et pour eux. Pour les voix qu'on ne veut pas entendre, les colères qu'on disqualifie, les luttes qu'on exige de taire. Ils et elles ont continué malgré l'épuisement, la peur, la honte parfois, à lutter, à parler, à tenir. Pour toutes ces chaînes qu'on a fini par briser, pour la rage qu'on ne cache plus. Bienvenue dans Déchaîne, un podcast de récits de résistance et de rupture. Vous allez entendre des témoignages sur des violences, des mises au banc, du harcèlement et des formes de domination dans les espaces militants. Certaines paroles peuvent raviver des souvenirs difficiles ou provoquer des émotions intenses. Écoutez à votre rythme, prenez soin de vous, protégez-vous comme vous le pouvez, revenez plus tard si nécessaire. Ici, on se déchaîne, mais jamais au détriment de notre sécurité. Ce premier épisode parle d'un tabou qui traverse nos milieux engagés, le sexisme dans les espaces militants. Parce que militer n'empêche pas de reproduire le patriarcat. Parce que dans les syndicats, les collectifs, les organisations, des personnes racisées, des personnes queer ont été réduits et réduites au silence, à l'ombre, à l'épuisement. Face aux dénonciations, elles ont trouvé le silence. Un silence plus destructeur pour les personnes racisées. Une double peine sur laquelle on reviendra plus tard. Aujourd'hui, on parle. Parfois pour la première fois. Ce que vous allez entendre, ce sont des mots de colère, de fatigue, mais aussi de lucidité. Ce sont des voix qui refusent de se taire, même quand on leur dit que ce n'est pas le bon moment, que la lutte est plus importante que ces histoires d'état d'âme. Bienvenue dans Déchaîne, on commence. Aujourd'hui, on est avec Bridget. Bonjour. Bonjour Bridget, comment ça va ? Ça va, merci. Je suis contente d'être là. Je suis contente de te recevoir. En fait, moi, je ne pouvais pas faire cette émission, ce premier épisode, sans penser à toi, évidemment. Parce qu'on a vécu une année de lutte ensemble et il s'est passé des choses, on reviendra sur ça. Et bien sûr, on y reviendra à ton rythme et avec tes mots. Donc, je disais, on s'est rencontrés donc, il y a 1 an. Un petit peu plus, oui. Un petit peu plus, ouais. C'était au moment du 8 mars pour l'AG Féministe Paris-Banlieue. C'est ça, la Bellevilloise. C'était la première fois que je prenais la parole et que je montais sur scène. Et c'est là où on s'est rencontrés, effectivement. Ah, on dirait pas, en plus, je me souviens, ça se voyait pas que c'était ta première prise de parole. Pourquoi tu prenais la parole ? Tu étais en grève à ce moment-là ? C'est ça, j'étais en grève et je représentais donc mes collègues qui m'avaient donné leur voix pour pouvoir parler pour eux. Donc on était un collectif de 13 grévistes sur un service de 15 et majoritairement des femmes, majoritairement des personnes racisées, donc précaires et des étudiants. C'était l'occasion pour nous de dire ce qu'on avait à dire pour une fois et de se faire entendre. Donc, tu te considères comment ? Parce que tu disais que c'était la première fois que tu te mettais en grève, c'était aussi ta première expérience militante. C'était ma première expérience militante. Ça m'a ouvert pas mal l'esprit. Tu vois, je vais un peu raconter ma vie, mais plus jeune, je lisais des livres historiques et je me disais, j'aurais trop aimé être là pour l'apartheid, être dans des luttes et tout, etc. Et au final, aujourd'hui, je vois qu'il y en a plein de nos jours actuellement dans le monde moderne, des luttes qui sont belles, qui sont intéressantes et à vivre. Donc, effectivement, c'était ma première expérience militante de terrain. Mais... Ouais, donc c'était là qu'on s'était rencontrés. Moi, à l'époque, je faisais encore partie de la marche féministe antiraciste. On avait accompagné, on était venus sur les piquets de grève. Et il y avait énormément de militants aussi qui, à l'époque, venaient quand même aux piquets, aux manifestations. Tu avais fait des rencontres aussi pendant ces... C'est extrêmement beau ce qui s'est passé, en tout cas, par rapport à notre grève. Effectivement, on n'est pas sorti victorieux parce que c'était très compliqué. Il y a énormément de jeunes et des personnes précaires. Donc, des familles dépendent, tu sais, de cet argent de la famille Obled. Donc, c'était difficile de rester mobilisé aussi longtemps. Moi, je suis restée 16 mois en grève. Mais moi, j'ai vécu cette expérience. C'était extrêmement beau. Beaucoup de soutien. Beaucoup de dons, même pour notre cagnotte qui a tourné. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé, les rencontres qu'on a fait, les collectifs qu'on a rencontrés. Ne serait-ce que l'AG Féministe Paris-Banlieue, c'est là où on a pu rencontrer les Emmaüs, qui étaient en grève aussi à la même époque. Ouais.
Et leur histoire, elle est vraiment touchante. Ne serait-ce que si tu es un être humain, tu peux pas écouter cette histoire sans être touché. Toi, tu avais des idéaux quand tu as commencé ta grève ou tu y allais en mode de toute façon, là, on fait ce qu'on a à faire ou alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu crées des liens, en fait? En fait, ça va être drôle ce que je vais te dire, mais je savais pas du tout ce que c'était une grève. Je pensais que j'étais payée. À un moment donné, il faut se réveiller, là. C'est une grève, hein. Oui, je sais, mais tu vois, petite, moi, les grévistes, c'était les cheminots, les maîtresses. Donc, je me suis jamais dit que ces gens-là, quand ils se mobilisaient ou ils se mettaient en grève, ils n'étaient pas payés. Tu vois, j'étais vraiment dans le truc naïf du truc. Et je l'ai appris très rapidement que j'étais pas payée. Hein. Mais moi, j'ai fait mon petit calcul. Je me dis, bon, sans salaire, je peux tenir un mois. Non, une semaine. Ensuite, avec notre propre service, on s'est dit que, parce que comme on est des étudiants, qu'il y en a qui ont plusieurs travails, ceux qui avaient d'autres sources de revenus, ils allaient faire une sorte de caisse pour pouvoir soutenir ceux qui n'avaient pas de revenus à part ce travail-là, on est là. Et même ça, c'était très beau, c'était très noble. Ouais, c'était de la solidarité. Je ne m'attendais pas à ça, même si bon, on est 15, donc je me suis dit on est quand même assez proches, mais c'est très noble en fait. Donc je me dis bon, maximum, mais en serrant la ceinture, un mois. Au final, si je suis restée aussi longtemps en grève, c'est parce que les gens, ils ont donné beaucoup, que ce soit les partis politiques, les organes, les associations, les gens, les civils, les gens normaux. Mais c'est aussi parce que c'était vraiment du manque de respect sur du manque de respect. À chaque fois que j'étais essoufflée, que je me suis dit, c'est bon, j'arrête la grève, je rencontrais Monsieur Laurent Ostrowski en personne, notre DG. Et à chaque fois... C'est lui qui te donnait la force au final. Non, mais lui, c'était mon moteur, c'était ma bataille. À chaque fois que je voyais ce monsieur, il me disait ou me faisait quelque chose qui me suis dit, allez, on est encore pendant 6 mois. Il n'y a pas de problème. Donc... c'était très beau quand même. J'ai beaucoup aimé rencontrer toutes ces personnalités, tout cet amour qui a été donné. Je ne m'attendais pas à ça. Et encore aujourd'hui, en tout cas, s'ils nous écoutent, je vous remercie. Donc, tu as milité pendant tes 16 mois de grève. C'est ça. Enfin, moi, je le dis parce qu'on ne va pas faire de suspense. Je t'ai suivi aussi pendant ces 16 mois de grève. On est devenus amis et tout. Et tu as créé des liens avec d'autres collectifs qui sont en grève, etc. Ça. Quand est-ce que tu as su, parce que pour revenir un peu au sujet du podcast, quand est-ce que tu as su que quelque chose clochait dans ces espaces-là? Tu vois, comme je t'ai dit, par rapport à la grève, j'étais très naïve. Tu vois. Je pensais que j'étais payée. Comme vous parlez à quelqu'un qui pensait qu'être en grève, il pouvait être payé. Donc, naïvement, je pensais que c'était un milieu safe. Tu vois, moi, rapidement, j'ai vu que, tu sais, les gens, ils dormaient chez les gens. Oh, il y a un camarade, il vient de Toulouse, quelqu'un peut l'héberger. Je me suis dit, OK, c'est très safe, c'est le monde militant. Et je suis tombée des nues. Je me suis dit, le monde militant, il est plus chaud que le monde de la nuit. Que là où il y a des boîtes de nuit, les gens qui sont ivres, le monde militant, il y a des gens extrêmement dangereux. On n'a pas le droit de les dénoncer quand c'est des personnes qui sont au premier plan, si je peux le dire comme ça. Quand on les dénonce, après là, c'est aussi... on a beaucoup échangé, tu vois, par rapport à l'article Mediapart, etc., de on va y revenir ta propre histoire à toi. Mais c'est à ce moment-là, moi, je me suis dit, naïvement, s'il m'arrive quelque chose et que je le dénonce, on est des militants, on est là pour se soutenir, on est de gauche ou de l'extrême gauche ou je ne sais pas d'où on est, on va soutenir. On peut pas laisser quelqu'un agresser quelqu'un d'autre et se dire, oui, mais comme il y a une lutte en cours, on va se taire. Non. Donc, c'est là où j'ai vu qu'il y avait un problème. Donc, toi, tu as vu ça à travers des relations entre d'autres militants avant que ça t'arrive à toi? Ou tu sentais que, en fait... Tu vois, moi, je pense qu'il y a une différence entre je comprends ou non, je compatis. Tu vois, quand ça arrive à quelqu'un, tu compatis parce que c'est moche. Mais quand ça t'arrive à toi, tu comprends. Et là, c'est pas le même mot. Et honnêtement, quand on m'a expliqué que c'était arrivé à d'autres personnes, j'ai pas envie de citer de nom, mais j'ai entendu plein d'échos. De toute façon, il y a des témoignages qui existent sur Internet. J'ai pas envie de citer de nom. Et il y a énormément même de personnages publics, de politiciens, et des noms ont été cités, moi, dans le milieu militant dans lequel j'ai évolué. Je me suis dit, bon, tu sais, naïvement, c'est peut-être des échos, c'est peut-être des bruits de couloir. Moi, cette personne-là, je l'ai déjà rencontrée, il ne m'a jamais... Les gens que tu te rends compte, en fait, ils sont qui ont fait des choses. En fait, tu te rends compte que
C'est monsieur et madame tout le monde. Oui, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est des gens ça. avec qui tu peux faire des piquets de grève, des manifs, C'est un ça. service d'ordre, C'est des ça. meetings, Mais etc. vraiment, qu'on a fait des services d'ordre, on se tenait épaule contre épaule. Et demain, une militante va me dire, ah lui, il a agressé, il y a beaucoup de casseroles sur lui. Et moi, tu vois, je soutiens toujours la parole des femmes, dès le début. Donc moi, cette personne m'explique ça. Et ça n'a pas été le seul témoignage, il y en a eu beaucoup. Donc je regarde ces gens-là maintenant différemment, mais encore une fois, moi, il ne m'est rien arrivé. Donc je compatis et je la crois. Je ne vais jamais remettre sa parole en doute. Mais je n'interviens pas. Et quand ça m'est arrivé à moi, parce que ça m'est arrivé à moi, j'ai été agressée par un militant qui était en grève. Je n'ai même pas suivi la fin de sa grève tellement ça m'a dégoûtée. Avec qui j'échangeais extrêmement bien. Avec qui on pouvait se donner des tips. Tu vois, moi, j'ai commencé en grève, je ne savais pas comment faire une grève. Donc là... Lui, il était syndicaliste, en plus. Il était syndicaliste. Il évoluait... il était là depuis plus longtemps que moi. Tu vois, c'était un taulier, tu vois. Et je me suis dit, il va m'aider, tu vois. Mon syndicat, il est fermé, il me faisait des photocopies, il m'a dépanné une sono, tu vois. On n'était pas dans un... Pour moi, c'était safe. Les gens dormaient chez les gens, pourquoi pas me dépanner une sono. Ouais. Et quand je me retrouve dans une situation, Masika, farfelue, où je me fais agresser par cet homme, tu vois, et je me fais séquestrer par cet homme, et que je le dénonce à mon syndicat, qui est aussi le sien, et qu'il ne se passe rien, par oui, t'inquiète Bridget, on va t'aider, on sait comment faire. Là. Bah, ça fait 1 an, plus d'1 an. Tu vois, ça a fait 1 an au mois de mai. Et j'attends toujours cette aide, tu vois. Et je demande pas une justice, tu vois, au point qu'on le cloue au pilori, mais même un soutien psychologique, parce que j'étais au fond du gouffre. Moi, je devais tenir ma grève. Je viens de me faire agresser par quelqu'un qui devait me soutenir. Mon syndicat me dit, oui, on va t'aider. Il se passe rien. Et j'ai peur. C'est systématiquement la même logique et les mêmes outils qui sont utilisés de mise en attente, de on va faire quelque chose, non mais t'inquiète pas, et puis ensuite de renversement de la pas forcément de la culpabilité, mais au moins de la pitié. Tout ça, c'est qu'en fait, la relation au départ, elle est saine, elle est amicale, c'est des potes. De toute façon, de manière générale, dans la société, on se fait agresser par des proches. Oui. C'est rare que ce soit des inconnus, majoritairement, c'est des proches. Voilà. Du coup, il y a quand même un truc de relation de confiance, et c'est ça aussi où il y a ce truc de prédation aussi qui se met, c'est qu'il sait avec qui il va être gentil, avec qui il va être avenant, avec qui il va être disponible, pour créer justement cette relation de confiance, pour qu'on baisse la garde et pour que la violence arrive. C'est ça. Et moi, les propos de cette personne m'ont beaucoup choquée, m'ont beaucoup même fait me remettre en question. La culpabilité, elle a été échangée, tu vois. Vraiment, je me suis dit à quel moment je lui ai fait espérer, comprendre. Je me suis sentie coupable d'une action qui n'était même pas, qui était indépendante de ma volonté. Moi, je suis venue soutenir cette personne dans sa grève, comme on est venu me soutenir moi. Et j'ai jamais enfermé quelqu'un contre sa volonté dans un endroit, tu vois. J'ai jamais essayé de tripoter quelqu'un contre sa volonté. Et j'ai pris beaucoup de recul sur la situation, tu vois. J'en suis pas en colère contre mon syndicat. Je suis en colère contre l'institution elle-même, où on défend les agresseurs, où on fait comme si... si on dit rien, c'est comme si ce n'était pas arrivé. C'est arrivé. C'est une période où je me rappelle, et je me suis souvenue tout à l'heure en venant de cette période-là, je m'habillais extrêmement large après parce que je me suis dit peut-être que c'est mon corps qui a fait... Tout était une raison pour que cette personne m'ait agressée. Mais en fait, non, cette personne m'a agressée parce que c'est un agresseur. Et c'est vraiment quelqu'un... Ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est que en dehors de taper sur mon syndicat, moi... en ayant suivi ce que toi t'as vécu, premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai partagé l'information que cette personne était un agresseur à tous les collectifs féministes que moi je connais. Pas pour, encore une fois, le clouer au pilori, mais vraiment pour prendre du savoir de ceux qui ont vécu des choses similaires. Et quand je partage cette information à un collectif féministe et qu'ensuite je vois que ces mêmes personnes-là l'invitent à une émission pour lui donner un droit de parole, alors que moi, j'étais invitée et on me désinvite. Oui, un droit de parole par rapport à sa grève. Par rapport à sa grève, oui, pas par rapport à notre... Moi, je suis désinvitée de cette émission pour que lui soit invité. Il y a eu aussi un meeting où j'étais invitée, où on a essayé de me désinviter parce que lui était invité. Je me dis, mais en fait, on est où? C'est lui qui est l'agresseur et c'est à moi de me cacher. J'étais blessée. Franchement, cette période-là, j'étais blessée parce que
Tu vois, les militants dont je te parle, que j'ai priorisé pour raconter cette histoire parce que je l'ai élargie au fur et à mesure, c'est des personnes que je considérais comme des amis. Donc, je leur ai dit en tant que militante, mais aussi en tant qu'amie. Et comment tu peux m'appeler 2 mois plus tard et me dire oui, on a invité un tel à notre meeting. Bon, tu vas pas pouvoir venir. En plus, c'était vraiment le jour J. On m'appelait peut-être à 11h, le meeting était à 19h. Donc, moi, je me fais désinviter parce que lui, l'agresseur, doit venir. C'est l'anticapitaliste avant les agressions. Non, mais en fait, c'est tout le temps ce qui se passe. C'est que la première chose, c'est que les personnes qui agressent, c'est souvent des personnes qui se retrouvent dans des positions de pouvoir dans leurs organisations, dans leurs syndicats. Ils prennent la parole, ils sont irremplaçables, on va dire. Et c'est comme ça qu'en fait, ils peuvent se permettre de faire ces choses-là parce que qui va prendre leur place ? C'est un taulier, le type. Voilà. Même quand je l'ai dit à mon syndicat, je m'en rappelle, j'étais avec une camarade de la marche féministe, j'étais avec elle, j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et je lui ai dit, le premier truc que je lui ai dit, c'est je vais te dire ce qui m'est arrivé. Je suis parlé à mon syndicat. Par contre, si je te dis que tu ne me crois pas, je raccroche et je m'en vais. Et je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé. Et il m'a dit, oui, je te crois, patati patata. On sait faire, on a des outils, patati patata. Et au jour d'aujourd'hui, plus d'1 an plus tard, la personne est toujours syndiquée, a toujours un mandat, pas un mandat d'élu, un mandat qui est désignatif, qui a été donné par le syndicat. La personne que moi j'ai appelée, mon secrétaire fédéral, n'a, à ma connaissance, rien fait. Et a tué l'histoire comme si je n'avais pas été agressée. Et c'est une agression sur une agression. Donc on peut agresser des femmes comme ça dans le milieu militant. Et comme il y a des grèves en cours, c'est plus important. Toujours, ou comme c'est un homme. Parce que pour moi, c'était aussi une question de hiérarchie, de couleur de peau. Oui, parce que c'était un homme racisé en plus. C'était un homme racisé, mais c'était un homme. Et que toi-même, tu es une femme racisée, tu es afro-féministe. Donc je me dis, ok, donc en tant que femme, on doit défendre les hommes racisés parce que non, la lutte, c'est pas on défend les agresseurs. Avant, non, moi, j'étais pas d'accord du tout avec... parce qu'il y a eu aussi ce cheminement de pensée, qu'il ne fallait pas mettre en avant les agressions des hommes racisés parce que ce serait contre-productif dans la lutte et que les FAF vont se servir de ça pour justifier leurs propos totalement hors sol. La silenciation des femmes racisées quand elles dénoncent des agressions venant d'hommes racisés. Parce que ça, en fait, ça a longtemps été théorisé en réponse à Ni pute ni soumise ou à d'autres conneries comme ça. Mais c'est quelque chose auquel moi-même je me suis confrontée pendant très très longtemps. De dire oui, mais ce que tu viens de dire en fait, c'est que si on dénonce des hommes racisés, en fait, on va se servir de ça contre notre lutte antiraciste. Sauf que le premier qui a trahi la lutte, c'est l'homme qui a agressé. Oui. Voilà, tout simplement. On se rend compte que généralement, quand on dénonce quelqu'un, en fait, les gens à qui on le dénonce quand ils travaillent avec eux dans les mêmes syndicats, ils sont rarement étonnés. C'est fou. Ils sont rarement... Ah, d'accord. Ah, ok. Tu sais, mais en fait, vous le saviez qu'il avait fait d'autres victimes, que c'est un multirécidiviste. Mais bien sûr. Et genre, ils font même plus semblant. Bien sûr. C'est-à-dire que leur façon de faire, de protéger leurs camarades, elle est tellement répétitive que, en fait, ils sont tellement habitués à recevoir des plaintes que... Ils font même plus semblant d'être étonnés de « Ah merde, mais on s'y attendait tellement pas. Ah ouais, c'est tellement dommage. » Mais c'est fou, ça. Parce que toi, c'est quoi les réactions que tu as eues à ton syndicat ? Comme je t'ai dit, c'est on sait faire, on va faire, on a les outils, sachant que moi, je connais d'autres syndicalistes de mon ancien syndicat, parce que je ne fais plus partie de ce syndicat depuis longtemps, et qu'ils ont essayé d'avoir une orga contre justement ces violences au sein d'une branche. Juste, je rappelle que ce syndicat est pollué de violences sexistes et sexuelles. Je ne sais pas si tu as envie qu'on dise c'est lesquels, mais de toute façon, en disant ça, il n'y en a pas 40. Et de toute façon, on est en train de dire que tous les espaces militants sont pollués de violences sexistes et sexuelles. Là, moi, je suis juste fatiguée de recevoir des plaintes pour diffamation. Donc, on va pas le dire. Sachez que c'est pas si étonnant que ça, il y a des articles, etc. Ouais, c'est catastrophique. Honnêtement, je suis déçue parce que c'est un syndicat historique, pour ne pas le citer. Et qu'en soi, j'avais, comme je t'ai dit, moi, c'est les cheminots, c'est vraiment les bagarreurs. Et au final, je vois que, mais ne serait-ce que dans ma lutte, c'était pas ouf. Mais c'est surtout au niveau de cette agression, j'étais choquée. Tu penses que le soutien à ta grève a été saboté une fois que tu as dénoncé ce mec par ton syndicat ? Non. Okay. Franchement, le soutien à ma grève était déjà pourri discutable.
Pour moi, comment j'ai évalué la situation, c'est pas par rapport à mon agression, c'est juste que les personnes qui étaient aux manettes, c'était plus des bureaucrates que des hommes de terrain. Du coup, quand toi tu dénonces à ton syndicat, eux réagissent en te dorlotant, en t'endormant, on va dire plutôt. On n'a échangé qu'une seule fois sur ça. Le jour où j'étais dans la voiture de la camarade, oui, on va faire. C'était en mai 2024. Plus d'un an plus tard, plus de son, plus d'image. Mais vraiment, j'ai quitté ce syndicat au mois de juin 2025. Donc, je pense qu'ils ont eu largement le temps, ne serait-ce que d'avoir une convocation, même une confrontation avec... Il ne s'est rien passé. Mais est-ce que tu crois que ton agresseur, il a été mis au courant que son syndicat est au courant? Non. Je pense même pas que c'est remonté jusqu'à là, honnêtement. Ah ouais. Non. Vraiment, je pense même pas que c'est arrivé jusqu'à ce qu'ils sachent que je m'étais plaint. Et toi, comment tu le vis un an après J'ai mis de côté cette histoire, mais c'était très dur cette année. Surtout qu'avec la grève, tu vois, tu dois être solide, pas montrer à la direction de faille, alors que moi, je viens de me faire agresser. Et ce qui m'a le plus choquée, c'est il y a peut-être 2 mois, il y a eu une mobilisation avec ce syndicat qui était présent. Et j'étais toute seule en manif. Enfin, je rejoignais un collectif que je soutiens actuellement. Mais j'étais toute seule en termes de... J'étais pas avec mes camarades de d'habitude, je rejoignais mon collectif. Et j'ai vu les drapeaux de ce syndicat et je me suis pétrie. J'ai eu peur. J'ai pas cru qu'il allait me réagresser, mais je me suis pétrie. Oui, tu étais dans un syndrome post-traumatique. Ouais, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me faire si il est au courant? Parce que je n'ai pas la preuve qu'il n'est pas au courant. Ah si, en fait, il y a eu une altercation à un meeting avec des camarades de ce syndicaliste. Donc, ils ont essayé de rentrer dans un rapport de force, mais comme j'avais prévenu les personnes du meeting de ce qui s'était passé, j'avais genre un cordon de sécurité, tu vois. Et quand cette personne, elle s'est approchée de moi, ils sont tous venus pour faire barrage. Et donc, il a reculé avec des explications un peu bizarres de son approche, en fait. Parce que c'est pas quelqu'un que je connais. Moi, je connais la personne qui m'a agressée. Le reste de son collectif, même si je les soutiens, je ne les connais pas. Oui, parce que c'est souvent ça qui se passe. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, et c'est assez déplorable, c'est qu'on va gérer les espaces que vous partagez entre vous, mais jamais il est question que lui ne partage pas ces espaces-là. C'est ça. C'est ça que je me disais hier en préparant le podcast. Je me disais, mais pourquoi est-ce que c'est si important que ces mecs-là soient présents dans ces meetings? Aussi parce que les collectifs, les syndicats, les partis politiques, les organisations ont une haute opinion de leurs meetings. Ils ont trop l'impression que chaque meeting va être l'étincelle de la révolution. Ça ne vaut pas le coup de traumatiser une jeune fille, une militante. D'ailleurs, comme on disait, c'était ta première expérience militante. Juste pour faire parler un mec, alors que ce qu'il va dire peut être dit par un de ses camarades. C'est ça. Et en fait, il y a une haute opinion de la représentation publique dans ces espaces. C'est exactement ça. Et il y a pas de discipline, en fait. C'est pas des gens disciplinés. Mais je sais pas si tu te souviens de ce meeting, parce qu'on en avait parlé. Et moi, j'étais pas présente, mais ouais, on en avait parlé. Mais c'était plutôt quand la camarade m'appelle et me dit que moi, je suis plus invitée et que la personne, elle est invitée. Ouais. Et moi, je t'explique que, mais en fait, c'est chaud ce que tu es en train de me dire. Enfin, tu peux pas me désinviter, moi, pour un agresseur. Oui, et puis en plus, c'est souvent dit pour te protéger. Oui, c'est ça, pour me protéger. Mais en fait, pour me protéger, il vient pas. Et je me rappelle très bien, elle t'a répondu, on était dans une conversation, elle nous a répondu, oui, non, mais c'est chaud de le désinviter. Et tu lui as dit, mais le désinviter, même devant la porte, tu le désinvites. Bah oui. Pourquoi on pourrait pas le désinviter? Il n'est pas en adéquation avec les valeurs que nous, on représente. Pourquoi on lui tendrait un micro? C'est comme les personnes qui utilisent leurs orgas pour attirer des femmes. Ce n'est pas en adéquation avec les valeurs qu'on représente. C'est marrant parce que quand on dit ces choses, je suis sûre que les gens qui vont écouter vont même pas penser aux mêmes orgas tellement il y en a. Mais c'est problématique, tu vois. Et c'est là où je me suis rendu compte que même les relations personnelles et amoureuses sont politiques. Vu que tu utilises une plateforme, donc le fait que tu aies une orga, le fait que tu sois dans la lutte, pour séduire et attirer des femmes. C'est politique ce que tu fais. Ouais.
Clairement. Et il y en a. Surtout les relations hétéros. Les relations hétéros, elles sont beaucoup basées sur la violence et sur l'expérimentation de la violence, surtout au niveau sexuel. Je me souviens très bien de cette conversation qu'on a eue avec la camarade. C'est que c'était impensable de pas l'inviter ou alors de lui dire non, mais finalement, tu viens pas parce que tes actions ont des conséquences. Mais c'était facile de le faire pour moi. Voilà. Parce que toi, tu le comprendrais, parce que toi, t'es une meuf, et parce que toi, on est amis, et etc., vraiment, c'était... etc. Non, mais c'est pour Et toi. que c'est pour te protéger. Moi, je tombe des nues. Ouais. Je me dis, mais c'est pour moi. Si vraiment tu veux faire quelque chose pour moi. Déjà, normalement, après, on parlera de ce qu'il fallait faire, mais normalement, t'es même pas mise au courant de leur cuisine interne pour te protéger. Normalement, il est pas là. Tu sais même pas qu'il avait été invité, normalement. C'est ça. Normalement, il aurait même pas fallu que tu saches qu'il le désinvite parce que, en fait, t'es pas concerné par tout ça. Et le dire que t'es pas concerné, ça veut dire qu'en fait, eux-mêmes sont en accord avec leurs principes de protection et de... Mais en fait, gars, on sait que t'as agressé une camarade, tu passes le micro à un de tes camarades qui, lui, n'a pas agressé. Et c'est tout, en fait. Tu sais que cette interaction, elle a été montée en épingle par la suite par ce parti politique. Vu qu'on est là pour raconter nos vies, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, pendant la grève, je faisais donc la tournée des meetings, j'expliquais notre problème. Je suis affiliée à aucun parti, je suis personne. Et on m'a reproché des prises de parole ici et là. Et au final, je dis, mais attendez, vous avez accepté que mon agresseur prenne la parole à un de vos meetings. Vous ne pouvez pas me reprocher d'aller parler chez un parti politique avec lequel vous n'êtes pas d'accord ou un autre parti politique. Ça veut dire que si toi, tu as accepté, moi aussi, je peux me dire, mais tu es en train de remettre en question la véracité de mes propos. Je sais que cette grève, c'était une énorme grève. Elle était très suivie, elle défrayait la chronique. Oui, il y avait même des députés des sénateurs, des députés. C'était une grosse grève, tu vois. Donc, ok. Et moi, je ne sais pas si tu te souviens, ça fait 1 an, tu me disais qu'il fallait qu'on le dénonce et tout, tu vois. Le premier jour, toi, tu voulais qu'on soit dans la dénonciation. Et moi, je te disais que, ouais, mais ça va niquer leur grève, tu vois. Et moi, j'avais peur que ce que lui a fait, une seule personne puisse mettre en difficulté tous les autres salariés qui sont en grève. Parce que c'était vraiment une grosse grève. Et je me sentais pas la force de faire ça. Oui, c'est-à-dire que toi, tu avais l'empathie de pas niquer leur lutte. C'est ça. Alors que lui, il avait même pas l'empathie de pas se pointer à un meeting. Mais de pas niquer ma lutte, parce que j'étais aussi en lutte. De pas, en dehors de se pointer, ne pas... Parce que moi, je monte sur scène à ce meeting-là. Le type, il me fusille du regard, il me fixe. Il m'envoie son camarade. Enfin, c'est quoi, c'est de la pression, c'est du harcèlement. C'est la Gestapo. Ouais. On est face à quoi, là? Je me suis pas sentie en insécurité à ce moment-là. Après, j'avais le cordon de sécurité, etc. Mais effectivement, 1 an plus tard, une mobilisation, plus, mais vraiment en bas de chez moi, à côté. Je dois me sentir bien. Je suis dans ma ville. Je vois les drapeaux de ce type. Je me pétrifie sur place. C'est vraiment... Je t'ai dit, il y a une différence entre je compatis quand quelqu'un te raconte quelque chose et je comprends. Parce que tu l'as vécu. C'était horrible. À chaque fois que tu parles des réactions des collectifs, des partis, des syndicats et tout, moi, je revois continuellement ce qu'on m'a répété quand... moi, je peux le dire parce qu'il y a un article qui est sorti dans Mediapart, donc moi, je peux le dénoncer publiquement. Voilà. Quand Samir m'a agressée et que je l'ai... Déjà, en fait, la dénonciation publique, elle vient jamais en premier ressort. C'est-à-dire qu'elle vient vraiment en fin de course. Donc, il y avait toujours des discussions avec des camarades, avec ses camarades à lui, avec sa famille, avec ses amis, en mode, ouais, gérez votre pote, en fait. Gérez-le, ce qu'il vient de faire, c'est pas acceptable, c'est pas normal. Et tout de suite, c'est, ouais, mais en fait, ce que t'as vécu, nous, on a vécu pire et on n'en a pas fait une histoire. Ah, mais tu sais, il est malade. Ah, mais tu sais, que des trucs comme ça. Que des, ouais, mais en vrai, ce qui est important, c'est vraiment la lutte. Et c'est comme ça aussi qu'il a fait plonger le comité Adama dans une spirale de protection de son agresseur autour d'une rhétorique un peu bidon de... en fait, s'attaquer à Samir, c'est s'attaquer au comité. Ouais, mais en fait, si lui ne fait pas partie de la lutte ne marche pas. Mais en fait, ça veut dire que vous avez un problème dans votre lutte. Oui, bah oui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sur le manque de discipline. C'est-à-dire que vous voulez lancer la révolution, vous voulez créer et former des collectifs, mais en fait, vous les formez à quoi ? S'ils ne sont pas capables de remplacer quelqu'un au pied levé sur ses compétences. Si y a quelqu'un dans un collectif qui a tout le carnet d'adresses,
qui a toutes les compétences de prise de parole publique, qui sait exactement avec qui parler, qui a la stratégie, qui a formé personne. Et du coup, forcément, vous n'avez pas envie qu'il parte. Mais du coup, vous lui créez une aura et une puissance d'impunité qui est ultra dangereuse. Parce qu'en plus de ça, c'est des personnes qui sont tout le temps visibles, qui sont tout le temps visibilisées. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'un collectif, il est féministe parce qu'il y a des meufs. Non, c'est pas... Ouh là là. Ça n'a rien à voir. La majorité des personnes qui prennent la défense des hommes qu'ils agressent, c'est les femmes. C'est les femmes. C'est pas des hommes, hein, c'est les femmes. Et qui vont expliquer, justifier, oui, mais nous, on a vécu pire. Oui, mais moi, comment toi, t'as géré ça, c'est ta cuisine interne. Moi, j'ai pas pu gérer. Tu vois, là, je te parle de ça, je fais avec. Mais honnêtement, tu vois, je me pétrifiais, je m'y attendais pas. Le passage qui suit contient la description d'une agression. Si tu sens que cela peut être difficile, prends soin de toi. Tu peux faire une pause, sauter ce moment et revenir plus tard. Ta sécurité émotionnelle et ton bien-être passent avant tout. C'était parti d'un... Il m'avait demandé de l'aider à écrire un discours, tu vois. Il devait passer sur un meeting politique et tout. Il m'a dit, oui, j'ai bien aimé tes prises de parole, j'aimerais bien que tu m'aides à écrire. Donc, il n'y a pas de romance. C'est pas sexy, tu vois, d'écrire un discours. Et donc, je suis en train de l'aider, tu vois, dans son local. Et d'un coup, il éteint les lumières. Pour te dire que le truc est glauque. Oui, et puis t'étais loin de chez toi. J'étais loin de chez moi. Mais ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est quand il m'a dit, viens m'aider et tout, il m'a dit, les camarades, ils seront là, comme ça, tu pourras les voir parce qu'ils occupaient le local, tu vois. Et quand j'arrive, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et c'est bizarre qu'il n'y ait personne, tu vois. Et même là, je n'étais pas en état d'alerte. Je me suis dit, il n'y a personne, peut-être qu'ils ont voulu rentrer. De toute façon, toi, tu tiens le local. Je l'aide à écrire son discours. D'un coup, le type éteint la lumière. Moi, ça me fait peur. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Et de là, il m'a dit, je vais te V, t'es venu pour ça, je vais te V. Et honnêtement, en fait... ça laisse peu de place à l'interprétation. Ah non, c'est très clair. Et sachant que j'étais venue pour l'aider à écrire son discours, mais de base, j'étais venue pour récupérer une sono, que j'ai toujours d'ailleurs. Hein. J'ai toujours cette sono. On lui dit cher, cette sono, c'est bien vrai, tu la reverras pas. Ah oulala. Et donc, moi, je suis venue pour une sono, tu vois. Peut-être un peu tardivement, mais le local est censé être occupé par des... Oui, c'était un échange de bons procédés. Tu vois, il y a à faire son discours. Tu repars avec une sono. C'est cool, quoi. C'était tranquille. C'était censé être une soirée tranquille. Mais pour te dire, tu sais, cette soirée-là, j'ai des photos dans mon téléphone et plusieurs fois, j'ai regardé des photos de comment j'étais habillée pour comprendre pourquoi il a perdu l'esprit. Mais c'est surtout que juste avant cette scène-là, on était en AG. On était tous en AG et il était venu en AG, le camarade, enfin l'agresseur. Il était venu me déposer des photocopies. Donc juste après, je lui ai dit, ouais, j'ai aussi besoin d'une sono, mon syndicat est fermé. C'est comme ça que ça s'est dégoupillé. Je suis venue pour une sono, moi je suis pas venue pour autre chose. Et il éteint la lumière, il me dit, je vais te V, t'es venu pour ça. Il me fait flipper, tu vois. Et pourtant, genre, je suis hyper grande, tu vois, je suis pas un poids plume. Je me suis liquéfiée, vraiment. Et il s'approche de moi, et de plus en plus, il s'approche, et je sens son haleine sur moi. Et en fait, je tenais un stylo, et je me suis dit, je vais te planter, je sais pas, je vais faire quoi, mais je vais pas le laisser m'agresser sexuellement. Dès qu'il s'est approché trop près, genre, je me suis levée d'un coup, j'ai bondi, j'ai dit « Arrête maintenant !» Tu vois, pour vraiment qu'il arrête. Il a rallumé la lumière. Il a fait comme si il comprenait pas pourquoi je m'étais levée et que j'avais d'un bond. Il m'a dit « Mais pourquoi t'es debout ?» Parce que depuis tout à l'heure, t'es en train de t'approcher de moi, t'as éteint les lumières dans un local où il n'y a personne et tu me dis que tu vas me violer. Parce que je vois des femmes auraient dit non, mais t'as mal compris, non, mais t'as pas touché, non, mais t'as pas. Excuse-moi, tu me dis, je vais te V, tu es venu pour ça, tu t'approches de plus en plus de moi, je sens ton haleine sur moi, tu passes ta main sur mon visage, j'ai eu la peur de ma vie. Et comme j'ai pu le dire, j'étais séquestrée, et quand je te dis séquestrée, c'est pas 5 minutes, même si 5 minutes, c'est 5 minutes de trop. J'ai dû dormir dans cet endroit. J'ai été séquestrée toute une nuit dans le local parce qu'il ne voulait pas me laisser partir. Et en même temps, c'était des négociations de survie, tu vois. Et en même temps, tu es là, tu as peur parce que... Enfin, tu n'as pas peur, mais tu as honte de ne pas être arrivé dans des extrêmes de violence en mode animal, tu vois. Tu te dis, mais en fait, tu aurais dû péter un câble, faire venir la police, les pompiers, l'armée. Mais moi, je pensais à protéger leur lutte, parce que la police, elle vient, eux, ils sont en occupation du local. Ça va monter en épingle. Et ce qui va être retenu dans les journaux des FAF, c'est...
les gens racisés, ils font n'importe quoi. Oui, et puis c'est même pas dit que la police, elle serait intervenue. Cette personne, c'était des négociations, c'était beaucoup de mise à distance. C'est vraiment quelqu'un qui a essayé de me faire des choses même dans la nuit, tu vois. Parce que c'est un local syndical. S'il n'y avait pas de lit pour dormir, tu vois. Moi, j'ai dû étendre mes jambes sur une chaise et tout. Et le lendemain, j'envoie un message à une de mes amies. Et je lui montre où je suis. Il est 7h du matin. Mais elle me dit, mais pourquoi tu es là-bas à 7h du matin? J'ai pas répondu, je suis rentrée chez moi. J'avais une mobilisation à midi pour ma propre grève. Je suis pas répondu, je suis rentrée chez moi. Je me lève le lendemain à 10h. Je lui raconte ce qui s'est passé. Mais le mot violer n'était pas encore sorti de ma bouche, tu vois. Et plus je parle, et plus je lui dis, il a essayé de me violer. Il a essayé de me violer. Mais c'est fou de se rendre compte de tout ce qui s'est passé. En fait, c'est vraiment le cerveau humain qui se met un peu en mode automatisme, qui se protège. Mais le milieu militant n'est pas safe. C'est un milieu extrêmement dangereux. Même quand moi, j'allais en manif toute seule avant. Mais les camarades, ils m'ont dit, il ne faut jamais faire ça. C'est hyper dangereux. Et par rapport à la police qui charge des fois, parce que depuis que je me suis fait charger, je suis sous traumatisme. Et par rapport au fait que les hommes, ils font des choses graves des fois. C'est qu'en fait, c'est un truc que la camarade Hanan a disait, qu'elle a d'ailleurs dit dans l'article de Mediapart. C'est que quand il s'agit d'une violence faite sur un homme, on ne va jamais quantifier la violence. On va dire, c'est violent. Tu vois, par exemple, une violence policière, c'est violent. Un coup de matraque, c'est déjà un coup de trop et tout. Et quand il s'agit d'une violence faite sur une militante par un militant, on va te demander des détails. En fait, les militants, ils se transforment en keufs. Ouais, l'historique. Comment t'étais habillée, c'est aussi sorti, ça. Ouais. T'étais habillée comment? T'es sûr que tu l'as pas allumé? Ouais. Oui, peut-être qu'il a mal compris, mais de toute manière, il n'est pas allé jusqu'au bout. Ouais, Dieu merci qu'il est pas rentré dans la pénétration, mais il a essayé de m'embrasser. Il a essayé de me toucher la poitrine. De toute manière, il m'a séquestrée. Dès le début, c'est illégal. Pour vous, tant qu'il n'y a pas eu de pénétration avec un pénis, c'est pas grave. Bah, en vrai, même quand il y a pénétration avec un pénis, ils font pas grand-chose, tu vois. C'est vraiment ce truc de on va reprendre les mécanismes de la police ultra carcérale, alors que c'est les mêmes qui vont dire fuck les keufs, Ouais, c'est ça. Qui vont dire ACAB, qui vont aller charger contre les flics en manif. C'est les mêmes qui, quand tu vas leur dire ouais, mais ton camarade, en fait, il a fait une dinguerie, du coup, bah vas-y, on va faire des confrontations. Mais en fait, à quel moment c'est normal de reprendre les méthodes de la police quand il s'agit de violences intra-militantes? Sachant qu'en plus de ça, lui, c'était un homme racisé, toi, t'es une femme racisée. Ouais. D'autant plus difficile de parler des violences sexistes et sexuelles dans ces espaces-là. C'est ça. Déjà, en fait, moi, ce que j'avais quand même remarqué dans ce que tu décris de la relation que tu avais avec cet homme, elle ressemblait quand même beaucoup à celle qu'on retrouve, que moi, j'avais retrouvée avec Samir. C'est-à-dire d'une relation un peu de grand frère. Ouais, voilà. Parce que c'est quelqu'un qui a le double de mon âge, tu vois. C'est quelqu'un qui m'a parlé de ses enfants, qui m'a dit qu'il était en procédure de divorce, sa fille, elle a quasiment mon âge. Donc, je me suis jamais dit, un, il va s'intéresser à moi, de deux, qu'il va me faire du mal, tu vois. C'est bête, hein. Vraiment, j'ai compris que j'étais très naïve pendant cette grève. Aujourd'hui, j'espère de l'être beaucoup moins. Je sais pas si c'est de la naïveté que juste, en fait, t'as cru ces espaces-là dégagés. C'est-à-dire que quand c'est des espaces qui se battent pour la justice, bah, forcément, tu vas croire que ces espaces sont justes. Ouais, mais aujourd'hui, que j'ai toute l'expérience que j'ai, ça fait qu'un an que je milite, hein, je me dis, ils se battent pas pour la justice. Non, ils se battent pour leur place. Bah, aujourd'hui, je le dis, je le répète, dans ce monde, tout est une question d'argent. C'est qu'une question d'argent. Parce que si c'était vraiment la justice, on s'asseyerait tous autour d'une table et on se mettrait d'accord. Et il y aurait une gauche forte. C'est pas une question de justice, c'est une question d'argent. Pourquoi lui, il était invité dans les meetings malgré que ce soit un agresseur? Parce que sa grève, elle est très popularisée, sa grève, elle est très reprise dans les médias, elle est médiatique. Parce que l'avoir, lui, dans nos meetings, c'est, un étendard. C'est comme la personne qui fait partie d'une orga et qui ramène des femmes pour les séduire. L'avoir, lui, dans les meetings... Oui, ça attire et du coup, ça donne du pouvoir. Tu vois, c'est quelqu'un de médiatique, tu vois. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas une question de justice. Ça aurait été une question de justice, on n'en serait pas là. Moi, il y avait quelque chose qui, quand je l'avais dit, je me souviens, je l'avais dit
au Muslim Women's Day de la Lab en 2021. J'avais dit, en fait, moi, j'ai que 2 frères et le reste des camarades, c'est pas mes frères et sœurs. Les sœurs, à la limite, ça se discute, voilà, on peut considérer machin, parce que c'est pas les mêmes relations. Mais j'ai pas de grands frères, en fait. Parce que si on commence à... En fait, si jamais on sort ensemble, ce sera pas de l'inceste. Donc, on va pas commencer à se dire qu'on est des frères et sœurs. On n'est pas frères et sœurs. Moi, j'ai 2 frères et... Puis par ailleurs, en fait, chez nous, grand frère, tu as une responsabilité de protection. Donc, c'est pas pareil. Et il y a quand même ce truc systématique de grand frère et du coup on est une grande famille. Un collectif, c'est une grande famille. On est tous entre nous. Les startups aussi, c'est des grandes familles. Exactement. Ils t'ont mis un baby-foot, ils t'ont pas payé pendant X temps. C'est des grandes familles. Et du coup, tout ça, c'est des mécanismes de subordination. T'es la petite. C'est-à-dire que même si t'as 30 ans, tu seras toujours considérée comme une petite. Sachant que, honnêtement, y a des gens qui t'ont vue petite, ça les a pas empêchés. Tu vois, il y a des histoires où il y a des oncles qui sont un peu bizarres, Après, là, en dehors de l'inceste, il y a même des amis de la famille, tu vois, qui t'ont vue petite et qui te voient sexualisée qui te voient quand même, tu vois. Donc, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Te voir grandir n'empêchera pas de te sexualiser parce qu'il te dit qu'il n'y a pas de relation incestueuse et même... L'inceste, ça n'a pas ralenti les gens. Je pense juste que ces personnes-là, c'est une question de domination et de pouvoir parce que par rapport au fait qu'on leur a donné ces postes et ces postes clés médiatiques, ils peuvent avoir des femmes. C'est pas une question d'avoir une femme ou être en galère de meuf, c'est une question de vouloir te dominer. Du coup, là, on va passer à un moment épique. C'est sur la théorisation du silence dans les espaces antiracistes, des VSS perpétués par des hommes racisés sur des femmes racisées. Ce que j'ai compris, en fait, de la silenciation, elle a longtemps été théorisée, mais elle a été théorisée assez récemment, en fait. Parce que dans les années 80, dans les années 90, il y avait des collectifs antiracistes, comme Zermatt Banlieue, par exemple, qui dénonçaient les violences sexistes et sexuelles faites par les hommes racisés dans les quartiers populaires. Ah oui, c'est normal. Donc, c'est pas vrai de dire que c'est assez récent de parler de VSS. C'est pas le cas. Tarana Burke, qui a lancé le mouvement MeToo, elle parlait déjà des femmes racisées agressées par des hommes racisés. On est héritier quand même d'une histoire de meuf qui se la ferme pas. Mais voilà, ce truc, il a été théorisé surtout en France après la montée en puissance de Ni pute ni soumise. Effectivement, ne pas dénoncer les personnes racisées, c'était pour protéger la lutte, c'était pour faire avancer nos droits, pour faire avancer la lutte contre le racisme, antiraciste. C'est de la récupération. C'est de la récupération de lutte comme les Némésis, pour ne citer qu'elles. Pour du contexte, en fait, Ni pute ni soumise, c'est un mouvement qui était né 2004-2005 et qui avait été lancé à l'époque par Fadela Amara, qui est ensuite rentré au gouvernement Sarkozy. Donc c'est vraiment un truc ultra carriériste. Et en fait, le but de Ni pute ni soumise, à la base, c'était pas vraiment de parler de violences sexistes et sexuelles. Eux, elles se disaient même pas féministes. Elles voulaient juste faire des trucs pour les meufs dans les quartiers. Et ensuite, elles ont été récupérées par le PS, elles ont été alimentées financièrement, etc., etc. Et c'est là qu'elles ont commencé à parler de violences sexistes et sexuelles de la part des grands frères dans les quartiers. Elles disaient qu'en fait, on portait le voile, c'était justement... Obligation, des grands frères, alors que... Mais moi, à chaque fois que je vois des femmes voilées, avec lesquelles j'échange par souvent, rapport à elles n'ont même pas de frères en plus. C'est vous. L'obligation d'un grand frère, il n'existe même pas. Souvent, c'est des aînés de famille. Le daron, il en a rien à foutre. Mais moi, j'ai même vu des gens, si leur père ne veut pas, comme ils sont... Ils savent que le marché de l'emploi, il est fermé aux femmes voilées. C'est ça, mais c'est surtout comme ils essaient de s'intégrer, de ne pas vivre... que leurs enfants ne vivent pas exactement la même chose qu'eux, ils ont vécu en arrivant en France. Ils leur disent non, ne vous voilez pas, etc. Donc des fois, c'est même des rapports de force dans ta propre famille pour que tu portes le voile. Et du coup, Ni pute ni soumise, ce qu'elle disait, c'est notamment que elles étaient ni des putes, c'est-à-dire qu'elles s'hypersexualisaient et qu'elles n'étaient pas soumises, donc elles étaient vraiment en rupture avec cette culture populaire. Ce qui a arrangé beaucoup un discours ultra dominant, en fait, que ce soit médiatique et des partis politiques à ce moment-là, de donner une image un peu barbare des quartiers populaires. Oui. Alors que dans les quartiers populaires, il y a du féminisme. Il y a toujours eu du féminisme, mais il n'y a pas eu d'alternative à ce mouvement, comme il y a eu une alternative dans les années 80 à SOS Racisme. C'est-à-dire que quand SOS Racisme a récupéré le mouvement de la marche de 83, il y avait une essence quand même d'alternatives politiques avec le MIB, avec d'autres
d'autres collectifs, pour créer cette alternative, pour dire, en fait, nous, on a une vraie parole issue du terrain, de mobilisation autour du racisme. Mais il n'y avait pas ça autour de Ni Pute Ni Soumise. Et du coup, la seule réponse qu'il y a eu, c'est on ne parle pas de féminisme. On n'en parle pas, on ne parle pas de violences sexistes et sexuelles, si bien que quand le pire est arrivé, à l'époque, c'était juste le collectif des indigènes de la République, avant que ça se transforme en parti des indigènes de la République, c'était oui, nous, on sait parler entre nous des violences sexistes et sexuelles qui arrivent dans nos familles, dans nos communautés, etc., etc. Bon, il n'y a pas de preuve de quelconque état Peut-être de qu'ils font des discussion. âgés. Hein. Bon, j'en sais rien, en tout cas, on m'a jamais été invité. Mais on refuse d'en parler publiquement. Donc, c'est mieux qu'on en parle entre nous, sachant qu'on ne crée aucun espace pour que ce soit discuté. Oui, c'est ça que j'allais dire. Entre nous, c'est qui ? Voilà, il n'y a aucun espace qui n'a jamais été créé. Et en même temps, il ne faut pas en parler publiquement. Mais du coup, on n'en parle jamais. Et il y a toujours ce truc encore une fois, on revient sur on lave son linge sale en famille. En famille, d'accord. Ni Pute Ni Soumise a depuis été balayé. Enfin, c'est un truc qui n'existe plus, même sur le terrain. Mais ce discours de théorisation du silence, il a été perpétré. Il a été solidifié. Et que ce soit en France, en Europe ou même aux États-Unis, c'est quelque chose qui reste dans les espaces où, en fait, on se bat contre le racisme dans un environnement occidental, on va dire. Toi, tu t'es confronté à cette silenciation. De la même manière que moi, je me suis confrontée moi, on m'a dit tout ça, ce ne sont que des états d'âme. Alors que je parlais quand même de violences sexistes, de violences physiques d'un multirécidiviste. Cette théorisation, elle est quand même très ancrée dans les collectifs militants. Parce que moi, la première chose qu'on m'a dite par ailleurs, c'est surtout n'en parle pas au comité Adama. Faut le protéger. Ils vont rien faire pour toi. Ah, d'accord. Moi, c'était la première chose qu'on m'a dit. Bon, en vrai, la personne, elle n'avait pas complètement tort. Mais c'est la même personne qui m'a dit ouais, bon, tu fais chier, nous aussi, il nous a agressés, on n'en a pas fait une montagne. Bon. En fait, au moment où t'avait agressé toi, tu l'avais sorti ou on l'avait sorti, il m'aurait pas agressé moi. Moi aussi, je pourrais le prendre comme ça, tu vois. Donc, au lieu d'en faire une montagne, il faut traiter le problème à la racine. Ouais, mais faisons une montagne, en fait. Venez, on en fait une montagne, en fait. Parce que c'est quand même incroyable que ce mec-là, il agresse régulièrement des militantes, que ton agresseur, il est agressé, parce que moi, je pense pas que quelqu'un qui n'a même pas été inquiété n'ait pas recommencé. Parce qu'en plus de ça, il a les clés du local. Hein. Mais c'est surtout comment c'était... il était préparé. Ouais. Du coup, il y a ce truc de silenciation de ouais, mais si tu parles, en fait, ne serait-ce que si on en parle, même pas genre si on le dégage, si on fait quelque chose, si on en parle, on va nous dire qu'on est des sauvages, etc., etc. Mais moi, j'ai envie de dire, le fait de ne pas en parler, ça fait de nous des sauvages. Exactement. C'est ça qui fait qu'en fait, on n'est pas dans la création d'un espace nouveau ou d'une société nouvelle et qu'on reste toujours dans un truc un peu pourri qu'on combat, en fait, en dehors de nos espaces. Ça fait de nous des sauvages tout simplement parce que c'est la loi de la jungle. Ne pas en parler, c'est aussi éviter des discussions qui auraient évité ce genre de situation. Là, tu me parles de multirécidivistes. Encore une fois, je me dis, potentiellement, si ça avait été parlé plus tôt, il n'y aurait pas cette récidive, en fait. Même la personne qui a été agressée va se sentir soutenue, entendue et crue. Et ça va aussi donner de la force aux prochaines personnes. Parce que combien n'ont pas pris la parole pour dire « il m'a aussi agressé ». Parce que toi et moi, on a fait. Il y en a qui ne l'ont pas fait. Moi, je sais que moi, comme je t'ai dit, tu vois, moi, tu me vois, je suis grande et je ne suis pas un poids léger. Mais dans mon collectif de grévistes, c'est des petites de 19 ans, des crevettes, ils les auraient agressées sexuellement. Moi, je me suis énervée, je me suis levée, mais ça aurait fini différemment, tu vois. Donc oui, parlons-en. Trouvons des solutions, en fait. Moi, il y a quand même une affaire, moi, qui m'a montré, en fait, que ces espaces qui se disent politiques, et même qui vont parler de féminisme et de féminisme décolonial, en fait, c'est des espaces qui ne sont pas plus féministes que les autres. C'est l'affaire Tariq Ramadan. Moi, j'avais regardé une émission de Parole d'honneur qui date de 2018. Donc, on était vraiment au début du mouvement MeToo, de ce qu'on a compris, en fait, de la dénonciation d'un agresseur, etc. Donc, Tariq Ramadan est accusé de viol par de nombreuses femmes. Donc, il a mis tout un schéma de prédation autour des femmes qu'il a finalement agressées. Il s'avère qu'effectivement, il a violé ces femmes-là. En tout cas, il a créé une domination, une forme de domination mentale à ces femmes-là. Certaines étaient blanches, certaines étaient racisées. Et il y a eu un mouvement de solidarité du mouvement militant autour de Tariq Ramadan
en oubliant complètement le fait que c'est un bourgeois. Et donc, on l'a vraiment traité comme on pourrait défendre un homme de quartier populaire. C'est-à-dire qu'on lui a trouvé énormément de circonstances atténuantes. On nous a dit que c'était... Moi, pendant cette émission de Parole d'honneur qui est vraiment à vomir, vraiment, je crois qu'il n'y a qu'une personne dans tous les invités qui, quand même, recadre les choses et qui dit « Mais en fait, on ne parle pas d'un enfant de cœur, on parle de quelqu'un qui a agressé, qui a commis un crime, en fait, parce qu'un viol, c'est un crime. » Et donc, on disait dans cette émission qu'il avait redonné de la valeur aux musulmans. Et donc, oui, c'était un crève-cœur de le voir. Mais il n'y a pas eu un seul mot de solidarité aux victimes. Bah oui. Même si vous êtes de droite, en fait, c'est pas acceptable. Et puis par ailleurs, si nous, on les soutient pas, en fait, elles vont chercher du soutien ailleurs. Et qui c'est qu'il va les soutenir? Ça va être les FAF. Donc il y a aussi ce truc de... En fait, on ne peut pas ne pas gérer ce problème-là. Et Tariq Ramadan, il était venu à Saint-Denis. Enfin, à un moment donné, il vivait à Saint-Denis, etc. Pareil, c'était son terre-terre, quoi. Et il a fallu des groupes féministes, notamment Femmes en lutte 93, pour lui dire, mais en fait, c'est pas chez toi ici. C'est pas chez ta mère, en fait. Ce mec-là, qui a jamais vécu dans un quartier, il est quand même suisse. Il était cher à l'université d'Oxford. Donc cher, c'est pas juste un petit prof de TD, tu vois. Il est quand même issu d'une grande famille égyptienne. Donc ce mec-là, il a des défenseurs qu'il paye lourdement. Après qu'il y a eu un acharnement judiciaire, c'est autre chose. Mais même quand on regarde le dossier judiciaire, comme il y avait un avocat dans l'émission qui en parlait, il n'a pas été moins bien traité qu'un autre. C'est juste que le système judiciaire est pourri. Oui, c'est juste ça, en fait. Et du coup, il y a vraiment ce truc qui a cristallisé au moment où MeToo commençait, qui a vraiment cristallisé la question des violences sexistes et sexuelles dans les espaces antiracistes. Au moment, en plus, d'une montée de l'islamophobie. Toi, quand tu as vu l'affaire de Tariq Ramadan, toi, je pense que tu étais encore un peu plus jeune que moi, déjà. Oui. Toi, ça t'a... Même en y repensant encore aujourd'hui, tu vois des retours, tu vois la différence? Par rapport à Tariq Ramadan, j'ai été beaucoup déçue parce que moi, naïvement, au début, j'y croyais. J'y croyais, je me suis dit, quelqu'un qui va nous représenter, qui va nous défendre, etc. Apprendre que c'est un agresseur, ça m'a choquée. Jamais j'ai eu cette remise en question de les femmes mentent. Je me suis dit... En plus, tu sais, c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais tu vois, quand les gens disent on ment, en tant que femme qui dénonce une agression, une femme ment, 2 femmes, 3, ça commence à faire beaucoup quand même. Mais surtout qu'en fait, il n'y a rien à gagner à accuser quelqu'un comme Tariq Ramadan de viol. Enfin, il y a tout à perdre. Et en fait, le on te croit, juste, on va faire une petite parenthèse sur le on te croit. Le on te croit, c'est important déjà de le notifier quand il s'agit d'une violence, quand la violence a été perpétrée par un homme cis hétéro. Et puis par ailleurs, le on te croit, il est là aussi pour dire que on va te répondre autre chose que donne-moi des preuves. C'est pas seulement des preuves, c'est aussi des justifications. Tu dois déjà prouver que ça t'est arrivé alors que tu es sous trauma, mais justifier, tu vois, ok, tu étais dans un local, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Oh, tu étais habillée comment? Mais en fait, même si j'étais toute nue, il n'a pas à m'agresser. Enfin, tu vois. Donc moi, dire on te croit, c'est aussi lourd de sens parce que, tu vois, moi j'ai une amie à moi qui a vécu une situation similaire et elle avait rien à gagner à dénoncer cette agression. Et un jour, elle m'a dit en larmes, je te jure que si j'avais menti avec tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai perdu depuis le temps, j'aurais dit la vérité. Mais c'était la vérité. Elle était déjà dans le vrai, tu vois, de dire que je me suis fait agresser. Et même en tant que femme, c'est pas valorisant. Non. C'est pas valorisant de dire à qui que ce soit qu'un homme a fait des choses avec nous contre notre gré ou a porté la main sur nous contre notre gré. Donc j'ai un peu de mal à comprendre les gens qui fantasment les femmes qui mentent ou qui crient au viol. On ne peut pas trouver non plus un soutien indéfectible dans la blanchité. C'est dans des espaces blancs qui vont pas comprendre, en fait, qui vont juste te dire bah vas-y, on va le dénoncer et tout va aller, et puis on va appeler même les keufs, allez. Bien sûr. Ils nous aident beaucoup, ces gens-là. Jouissons de tous nos privilèges et appelons la police. Mais dès qu'ils ont fini de tuer les Noirs, ils vont venir nous aider. Ils attendent l'appel. Ils vont traîner un créneau. Ils attendent l'appel, ils arrivent. Et du coup, il y a un truc de... On peut pas les dénoncer que dans des espaces majoritairement blancs.
Parce qu'on n'aura pas le soutien Ils vont qu'il pas, faut. ils peuvent pas comprendre. Voilà. Et des fois, c'est pas méchant. C'est Non, ce qui j'ai compris. En fait, Ils ont pas la mentalité de. Tu vois, ce que je viens de te dire, c'est vraiment. Moi, quand j'ai un problème, je me dis pas automatiquement, je vais appeler la police. Parce que pour moi, c'est pas l'ennemi. Hein. C'est eux le danger. Tu vois, à choisir entre la peste et le choléra, genre, oui, gros point d'interrogation. C'est pas anodin de ramener un keuf dans un quartier populaire. Et c'est surtout que. Tu vois, je veux juste que l'histoire elle soit réglée. Je veux pas un homicide involontaire ou je veux pas un meurtre. Tu vois, si je me fais agresser par une personne qui est dérangeante, je veux pas qu'un keuf il sorte un pistolet et qu'il tue quelqu'un, parce que on tue des gens à tour de leur ego actuellement. Donc on peut pas les dénoncer dans des espaces majoritairement blancs, on peut pas les dénoncer dans des espaces on peut pas les dénoncer dans des espaces antiracistes, alors que c'est là qu'ils militent pour la plupart. Donc en fait, on est obligé de créer nos propres espaces, donc en non-mixité, racisés, et même dans ces espaces-là, on est marginalisé. Enfin, pas à l'intérieur de ces espaces. C'est-à-dire que ces espaces-là sont marginalisés dans les espaces antiracistes, dans les luttes antiracistes. Nous, c'est ce qu'on a vécu avec Femmes en lutte à l'époque et avec La Marche. C'est-à-dire que quand on a dénoncé Samir, en fait, on a eu beaucoup de collectifs qui ne voulaient même plus avoir affaire avec nous. Ah. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas qu'on vienne à leur meeting, qu'ils ne voulaient pas qu'on vienne à leurs espaces, qu'ils ne voulaient même pas répondre à nos mails. Enfin, on était blacklistés. En plus des menaces qu'on prenait, etc. etc. Ouais. Donc, il y avait vraiment une pression qui était mise sur les collectifs non mixtes. Et en fait, il y a très peu de collectifs non mixtes qui vont assumer cette marginalisation. Mais aussi parce qu'elles se sont auto-marginalisées. La première fois que j'ai dénoncé verbalement Samir, où j'ai dit son nom, c'était à la Lab. Et je me souviens que je leur avais demandé, je crois, 10 minutes avant l'enregistrement du direct, là, du live, est-ce que je peux dire son nom? Et pour elle, c'était même pas la peine de poser la question, c'était bah oui. Et je leur dis oui, mais en fait, il va vous arriver des trucs si je dis son nom. Ils m'ont dit bah en fait, on va les assumer, c'est pas grave. Et c'était vraiment ce truc-là. Et en fait, quand j'en avais discuté avec les copines là-bas, je me dis mais en fait, non, on s'est auto-marginalisé parce qu'on a compris que dans ces espaces-là, et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que le féminisme n'existe pas. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on va trouver plus de soutien dans des espaces de femmes racisées parce que on s'est déjà marginalisé, on s'est déjà mise de côté. Que ce soit parce que en fait, le féminisme n'intéresse pas. Quand tu regardes, par exemple, à l'époque, l'agenda politique du MIB ou l'agenda politique... En fait, ils ne parlent pas de féminisme. Ils en ont rien à foutre. Mais même le féminisme, moi, je suis une afroféministe. Une afroféministe. Le féminisme blanc et le féminisme pour les personnes racisées, c'est pas le même féminisme. Non. Et même le faire entendre à des féministes blanches, c'est la croix et la bannière. Exactement. Et du coup, il y a énormément de difficultés à croiser tous ces espaces-là. C'est ça. À moins de créer les nôtres. Ouais. Malheureusement, on est obligé, tu vois, parce que moi, quand j'ai commencé à militer, je voulais être dans une orga féministe, parce que c'est là-bas où je me sentirais le mieux pour évoluer, etc. Mais première réunion, première AG que j'ai faite, j'ai dit, mais je suis pas au bon endroit. Enfin, déjà, j'arrive dans un endroit où il n'y a pas de personnes racisées, je me sens en insécurité. Là, je te parle en dehors du milieu militant, même... dans une réunion au boulot, il n'y a pas de personne noire. Je me dis, mais il se passe quoi là, tu vois. Mais là, je suis dans une grande salle. C'est une AG féministe. Pourquoi il n'y a pas de personnes racisées? Pourquoi il y a que des femmes blanches? Ok. Naïvement, tu vois, encore une fois, côté naïf de ma part. Oui, mais tu sais, les personnes racisées sont souvent en banlieue. Là, c'est souvent, tu vois, le militantisme, c'est très bobo, donc c'est plutôt les blancs, tout ça, non. Mais c'est pas que ça, c'est-à-dire que, ok, quand tu sais que... En fait, c'est ça que j'avais appris quand j'ai commencé à militer aussi à Femmes en lutte 93, j'ai rentré en 2018. On avait une façon de militer qui était faite pour intégrer les personnes qu'on visait dans le féminisme. C'est ça. C'était Marido qui, à l'époque, avait dit « Il ne faut pas ramener les femmes au féminisme, mais le féminisme aux femmes. » Okay. Et du coup, par exemple, on faisait une réunion par mois, pas plus, jamais le soir, en semaine. Et quand on invitait des daronnes, on avait systématiquement une garde d'enfants. Mais c'est surtout la compréhension des choses, tu vois. Et le fait est que c'est pas que nous, on veut pas militer ou qu'on manque de devoirs ou d'envie civique. C'est juste que on pose pas les mêmes mots pour dire les mêmes choses. Depuis que moi, je milite, tout mon entourage n'est pas militant, mais je sais que j'ai pu faire comprendre des choses qu'on vit, nous, à d'autres personnes, parce qu'ils se disent, mais en fait, oui, c'est vrai. Et en plus de c'est vrai, viens, on s'organise, parce que dire c'est vrai chez toi, ça sert à rien, tu vois.
Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la phrase nos quartiers ne sont pas des déserts féministes, parce qu'effectivement, il y a des féministes dans tous les quartiers. Moi, en tant que jeune de quartier, une femme de quartier, moi, ce que j'ai vu en vivant dans un quartier, c'est la solidarité. Au niveau du féminisme, c'est juste une question de mots pour se faire comprendre, parce que si vous utilisez des mots trop compliqués, tu vois, la théorie, la pratique et la manière de se faire comprendre, c'est pas des gens qui ont fait l'ENA ou des grandes écoles. Je dis pas que ce sont des personnes stupides, je dis juste qu'il faut utiliser des mots de manière à se faire comprendre par son public. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que dans les espaces féministes blancs et dans les espaces antiracistes, même dans les espaces anticapitalistes, il y a toujours ce truc de on fait de la politique mais c'est pour les moldus. C'est-à-dire c'est pour les autres. Et c'est pour ça que quand tu leur parles de violence, ils se sentent complètement dépassés. Genre, mais on sait pas trop. Mais il y avait la meuf qui m'a dit, nous aussi on s'était fait agresser, on en a pas fait. Elle est blanche. Je crois qu'elle s'est inventé un grand-père kabyle, mais vas-y. et elle disait, ça me manque elle n'avait pas dit ça à moi. Parce qu'elle l'a pas osé, quand même. Elle l'a dit à un autre camarade. Ça me manque le temps où on faisait de la vraie politique. On venait quand même de parler de son camarade qui en plus, elle savait qu'il avait déjà agressé Lynn, qui était dans l'article. Donc il y avait un truc de la politique, c'est pour les autres. Donc c'est pour ça qu'on est sur nos grands chevaux et puis on vous dit un peu comment il faut gérer vos espaces. Non, c'est très théorie, c'est très théorie, c'est très littéraire. C'est ok, il faut s'organiser, il faut se renseigner. Mais je sais pas, moi, quelqu'un qui a un besoin immédiat, il a besoin d'un plan d'action. Il n'a pas besoin qu'on lui dise. Mais toi, par exemple, tu aurais voulu qu'il se passe quoi dans le meilleur si tu avais toi-même fait ton plan d'action. À mon agression à moi. Ouais. Déjà qu'on lui dise, tu vois, qu'on lui fasse un reproche de ce que tu as fait, nous a été remonté, ce n'est pas bien. Ça, c'est bête, mais vraiment, c'est naïf. Mais ne serait-ce que nous, on la croit. Ça n'est pas en adéquation avec nos valeurs de notre syndicat, nos valeurs humaines, parce que même en dehors d'un syndicat, n'importe quel syndicat, humainement, ce n'est pas possible. On va t'enlever ton mandat. Moi, je te conseille de ne plus t'approcher de cette personne. Selon sa décision à elle, on va peut-être entamer des procédures contre toi. Donc, il y aurait quand même, toi, au centre, des sanctions. C'est ça. Et toi qui décides... C'est ça, un vrai soutien. Parce que là, en plus d'avoir été agressée par cette personne, j'ai l'impression que ça a été nié, mais aussi d'avoir été abandonné, tu vois. Parce qu'il y a aussi le côté psy de cette situation, tu vois. Et le fait que, après ça, moi, j'étais mal dans ma peau, dans mon corps, dans l'image que je renvoyais. Et le fait que j'ai peur de le croiser ou de croiser un de ses camarades de je sais pas où. Tu vois, j'avais déjà pris en considération ça après l'agression. Vu qu'on était en grève en même temps, dans le même syndicat, c'est sûr et certain qu'on allait partager d'autres espaces en même temps. Mais pas qu'ils se sentent à l'aise, quoi. C'est ça. Mais c'est fou parce que c'est un peu genre la base. C'est ça. C'est un peu, tu demandes de régler ça de la même manière qu'on pourrait régler un conflit de cours de récré. Genre, ça demande pas non plus des outils de fou, des grandes réunions, des grandes AG. En fait, tu restes à ta place, tu fermes ta bouche, tu la croises pas. Ce que tu as fait, c'est pas OK. On te retire le peu de pouvoir que tu avais. Et on te tient en fait à l'œil, on te garde à l'œil. Mais ses camarades m'ont beaucoup soutenu. En dehors du syndicat, ses camarades en lutte avec lui m'ont fait clairement comprendre que c'est lui qui tient notre lutte. Tu vas pas le faire tomber. C'est une lutte où il y avait beaucoup de personnes d'origine étrangère qui parlaient pas tous bien français. C'est pas pour les défendre, tu vois, mais j'essayais de comprendre pourquoi c'était lui et pas quelqu'un d'autre. Tu vois, et aussi de rationaliser, tu vois. J'avais besoin d'un truc pour tenir, parce que je me dis, mais attendez, c'est moi qui me fais agresser, c'est moi qui me fais menacer de tu vas pas faire tomber notre lutte. Donc lui, il a l'opportunité, le droit, et il le fait, de faire tomber la mienne, parce que à ce moment-là, j'étais quand même la représentante de la Lutonella, et donc j'étais aussi le moteur de beaucoup d'actions qui ont été faites. Si je m'écroulais, il n'y avait plus de lutte. Et ce type-là, il a presque réussi à m'atteindre, tu vois. Donc, surtout que c'était même pas des luttes concurrentes, en fait. C'est ça le plus fou, tu vois. On aurait pu moi, c'était vraiment sur ça qu'on allait venir à tes piquets. On est venu à ces piquets, on est venu au tribunal, on s'est présenté. Il aurait pu venir au nôtre. C'était vraiment ça que moi, j'essayais de créer avec lui dans la relation et dans les dynamiques que j'ai créées avec d'autres orgas, d'autres grèves. Et c'était totalement OK. Donc, je m'attendais pas à ça. Juste même, vas-y, tu sais quoi, même le truc de cours de récré, on enlève. Juste... faites en sorte qu'il ne puisse plus agresser personne. Et c'était ma première demande à mon syndicat lorsque je me suis fait agresser. Faites en sorte,
Vous n'avez pas pu pour moi, c'est pas grave, je vais encaisser le coup. Mais juste faites en sorte qu'il n'y ait pas de prochaine victime. Mais c'est toujours ça que demandent les victimes, c'est que ce soit qu'on soit les dernières. T'as vu, moi je suis marxiste et musulmane, donc ultra matérialiste. Donc en termes de réparation, t'aurais voulu quoi? Mon syndicat puisse me suivre au niveau du psy, côté psy, parce que honnêtement... quand même que ce soit un truc qui est pris en charge collectivement et pas par lui. Ah non, c'était leur responsabilité aussi de faire en sorte que... Parce que j'ai pas envie d'enquêter non plus, mais je suppose, c'était tellement bien fait comment ça s'est déroulé que ça doit être un multirécidiviste, tu vois. C'était tellement aussi bien fait comment ses camarades ont fait front commun pour le protéger, comment le syndicat a fait le sourd-muet, qu'il y a quelque chose de doute que ce soit... Tu vois. Donc pour moi, dès lors que je vous ai prévenu et que vous n'avez rien fait, ça devient aussi votre responsabilité. Ce mandat, il est désignatif. Vous avez pris le choix de le choisir, lui. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, il y a quand même un truc de... responsabilité. C'est important aussi, quand on parle de gestion collective, de dire que la responsabilité aussi, elle est collective. C'est-à-dire que la culpabilité, elle lui revient à lui parce que c'est lui qui a agi. C'est ça. Mais la responsabilité d'une telle action, elle vient du collectif dans lequel il a agi parce qu'il s'est senti suffisamment puissant pour agir de cette manière-là. Donc c'est légitime le mot. Il s'est senti légitime de le faire et qu'il ne se passerait rien derrière. Et de toute manière, il n'a pas tort. Il ne s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il l'a fait et il ne s'est rien passé. Donc la responsabilité, quand même, elle appartient au collectif qui l'a mis au pouvoir. Si tu pouvais t'adresser aux femmes qui vivent ça en ce moment, qui sont en train de traverser ce que toi, tu as traversé, tu leur dirais quoi? Le premier truc que je dirais aux femmes, c'est « on vous croit ». Et là, je parle en mon nom et en ton nom. Oui, tu peux. On vous croit. Nous, il n'y aura jamais de débat de comment tu étais habillée, de qu'est-ce que tu as fait avant. C'est pas mon problème. On vous croit et vous n'êtes pas seul. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que c'est pas facile de se faire entendre dans ce milieu. C'est pas facile d'obtenir justice ou même réparation. Et que je pense qu'il est grand temps que nous, on crée quelque chose pour que, justement, il puisse y avoir réparation, justice et confort pour toutes les femmes qui ont vécu ça ou qui potentiellement pourraient vivre des choses similaires. Pour toi, et on va finir là-dessus, c'est quoi être déchaîné? Et j'espère que tu as capté le jeu de mots. Non, explique-moi. Non, j'espère que tu as capté le jeu de mots. Oui, j'ai capté. J'ai beaucoup aimé, aimé, d'ailleurs. C'est quoi pour toi être déchaîné? Être déchaîné, c'est se réapproprier le droit à la parole qui nous a été enlevé trop longtemps. Et là, c'est un droit qui nous a été enlevé par les hommes, par les femmes. C'est un droit qui nous est donné par Dieu. Donc, c'est nous se le réapproprier et se faire entendre, enfin, au bon endroit, au bon moment. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Déchaîne. Merci à toi, Bridget. Merci d'avoir écouté cet épisode de Déchaîne. On espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé et que vous vous sentez moins seul. Vous retrouverez toutes les ressources citées et les contacts d'urgence dans la barre d'informations. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes. On se retrouve dans un mois. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez déchaînés.